Vous faites bien de rester scotché sur Reflet d'Afrique Télévision. Bienvenue. Des vents violents accompagnés de pluies ont causé d'énormes dégâts matériels et des coupures intempestives d'électricité dans certaines localités des régions du Cameroun, notamment dans la ville d'Edéa. De nombreuses habitations ont perdu leur toiture et des arbres ainsi que des poteaux électriques ont été déracinés. Le bâtiment culturel Saint-Tarcisius du petit séminaire d'Edéa a également été touché, perdant sa toiture suite aux pluies diluviennes du 1er avril 2024. Notons que plusieurs régions du Cameroun font face à des puissantes tempêtes accompagnées de précipitations depuis fin mars, selon les prévisions de la Direction générale de l'Observatoire national sur les changements climatiques. La région du littoral connaîtra des températures maximales supérieures à la moyenne historique enregistrée entre 1979 et 2022. Par ailleurs, une situation de canicule est signalée dans les localités des régions du nord et de l'extrême nord, avec des températures maximales comprises entre 35 et 45 degrés Celsius. De plus, des quantités de précipitations supérieures à celles enregistrées durant la dernière décade dans le Grand Sud, Cameroun, risquent de causer des dégâts matériels importants pour les ménages. Restons au Cameroun pour parler de cette coopération entre le Cameroun et la Russie de Vladimir Poutine. Le 2 avril dernier, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth, Félix Mbayou, a reçu l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Cameroun, Georgi Todoua. De cet échange d'une trentaine de minutes, il en est ressorti que le ministre et son hôte ont une vision commune du développement. Ces derniers ont abondamment échangé sur les leviers qu'il convient d'actionner pour que ce développement multisectoriel soit effectif et fructueux. Pour sa part, la Russie va un peu plus s'apaisantir à partager son expérience du développement et son savoir-faire technologique, mais aussi dans d'autres domaines de la coopération, notamment la politique, la culture, l'économie et le tourisme qui connaîtront également un nouvel essor pour le bien-être des deux peuples. Et au Gabon, le Gabon a lancé mardi 2 avril dernier son dialogue national à Libreville sous la direction de Jean-Patrick Ibaba, archevêque de la capitale. Cette rencontre historique marque la fin de 55 ans de règne de la famille Bongo et ouvre la voie ainsi au nouvel ordre constitutionnel. Alors que le pays est dirigé par un militaire, le général Brice Oligui Nguema, suite au reversement d'Ali Bongo Ondimba, cette transition représente l'espoir d'une véritable démocratie et d'un développement inclusif pour tous les Gabonais. Plus de 4000 personnes ont participé à l'ouverture du dialogue, mais seuls 600 délégués répartis dans plusieurs commissions auront voix au chapitre lors de ces ateliers. Ces discussions aborderont des questions politiques et socio-économiques, dont la redistribution équitable des richesses nationales, notamment issues du secteur pétrolier. Selon Armel Yembi, sénatrice de la transition, il s'agit d'une opportunité pour le Gabon de parler d'une seule voix et de façonner son avenir collectivement. Les résolutions issues de ce dialogue seront traduites en texte de loi, formant ainsi le socle du projet de constitution de la République gabonaise. Ce projet sera ensuite soumis à un référendum dans un avenir proche. En République démocratique du Congo, une attaque présumée des forces démocratiques alliées, en abrégé ADF, a fait au moins 12 morts dans l'Est. Selon l'armée congolaise, l'attaque perpétrée par les rebelles de l'ADF aurait ciblé un village dans la province du nord de Kivu. Les hommes armés ont incendié un hôpital et enlevé un nombre indéterminé de civils. Le porte-parole de l'armée congolaise, le capitaine
Anthony Moulouchaï a d'ailleurs confirmé que les forces armées ont riposté, tuant 4 assaillants et sauvant 4 personnes. Cependant, les autorités locales et des témoins affirment que le bilan est plus lourd, avec au moins 17 civils tués et plusieurs autres portés disparus après avoir été enlevés. Les survivants ont fui vers des centres urbains proches, cherchant refuge dans des villes comme Beni et Mandina. Le Zimbabwe a déclaré l'état de catastrophe nationale en raison de la sécheresse dévastatrice qui sévit dans une grande partie du pays. Cette situation est liée au phénomène climatique El Niño et elle menace la sécurité alimentaire de millions de personnes. Environ 80% du territoire zimbabwéen a enregistré des précipitations nettement inférieures à la normale. Plus de 2,7 millions de personnes devraient manquer de nourriture en raison des pluies faibles et les récoltes de céréales ne devraient pas nourrir à peine plus de la moitié de la population. Face à cette crise, le président Emmerson Mnangagwa a pris des mesures pour débloquer des ressources exceptionnelles afin de faire face à l'urgence alimentaire. Les minotis zimbabwéens ont importé du maïs génétiquement modifié d'Afrique du Sud, faute de pouvoir s'approvisionner auprès des fournisseurs traditionnels de Zambie et du Malawi. Cependant, cette importation entraîne une augmentation des prix des denrées alimentaires, ce qui affecte la sécurité alimentaire des populations pauvres. Et en Ouganda, la Cour constitutionnelle a confirmé le mercredi 3 avril dernier une loi anti-gay qui prévoit la peine de mort pour homosexualité aggravée. Cette loi, baptisée Loi anti-homosexualité 2023, impose des peines sévères aux personnes ayant des relations homosexuelles et faisant la promotion de l'homosexualité. Depuis son vote en mars 2023, suivi de sa promulgation en mai par le président Yoweri Museveni, cette loi suscite des critiques de la part de la communauté LGBT+, des ONG de défense des droits humains, des gouvernements occidentaux et des institutions internationales. Bien que la Cour ait supprimé certaines dispositions jugées incompatibles avec les conventions internationales, comme la sanction pour non-dénonciation d'actes homosexuels, cette décision a suscité l'indignation et l'inquiétude de la communauté internationale. Les États-Unis ont déjà pris des mesures restrictives restreignant l'attribution de visas à certains officiels ougandais et retirant l'Ouganda de l'accord commercial de l'African Growth and Opportunity Act, en abrégé AGOA. Le Royaume-Uni a également exprimé sa préoccupation face au recul des droits humains dans le pays. Cette confirmation de la loi est considérée par beaucoup comme une occasion manquée de protéger les droits humains et de promouvoir l'égalité et la diversité en Ouganda. Et en sport, le mardi 2 avril dernier, le ministère des Sports et de l'Éducation physique camerounais, sous la houlette du professeur Narcisse Moulé Kombi, a officialisé l'arrivée du technicien belge Marc Brice sur le banc de touche des Lions indomptables. Si la durée de contrat de Marc Brice n'a pas été spécifiée dans le communiqué, il est tout de même signifié que le Belge sera assisté entre autres par l'ex-attaquant François Omama Biyik, icône du football camerounais des années 1980 à 1990, de Yachoubé Sang comme deuxième entraîneur adjoint, de Aliom Boukar, entraîneur des gardiens de but, de Daniel Nunke, responsable team manager, de Christophe Manouvrier, préparateur physique, et Germain Noël Essengue, team presse. Marc Brice devient ainsi le troisième Belge à diriger les Lions indomptables après
Henri Despireux, 1996-1997, et Hugo Brosse, de 2016 à 2017. Après l'annonce de cette décision, le patron de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, s'est fait entendre à travers un communiqué pour exprimer son amertume contre le professeur Narcisse Mouélé Kombi et se désolidarise de cet acte qui pour lui n'est pas en conformité avec la législation en matière. Madame, Monsieur, c'est avec cette note que nous mettons un terme à cette édition du Flash d'information. On se donne un rendez-vous demain avec le même plaisir. En attendant, restez scotchés pour la suite de vos programmes sur Reflet d'Afrique Télévision.